Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Nous sommes en 2016, 90 minutes politiques reprend du service. Vous aurez tout au long de cette année un nouvel arrimage, de nouvelles idées, de nouvelles personnalités pour de nouvelles perspectives. Le monde ne se porte pas tout à fait bien. Si je dis le contraire, on pourrait me traiter de démagogue. Mais comment faire donc pour que déjà le Cameroun se porte mieux et que l'Afrique aille encore plus vite dans sa quête du développement? Nous avons les solutions, nous avons les ressources, mais nous manquons, nous pêchons à la dernière ligne quand il s'agit de l'appliquer. Le clan remporte toujours la bataille face à la méritocratie. La tribu est souvent plus forte que le travail, la compétence, et c'est pour ça que la malgouvernance est souvent collée à notre cheville. J'ai fait venir ce jour, en escale désormais chez lui au Cameroun, un top manager, l'ancien directeur général de Standard Chartered Bank Cameroun, qui a déployé ses ailes et son talent, et pas seulement, son expertise aussi, à Maurice. Avec lui, on va parler de tout. La politique économique, comment relancer les grands travaux, comment sortir de ce Cameroun qui titube un peu économiquement, quelle est sa vision du monde aujourd'hui, de l'Afrique, et comment, évidemment, donner le meilleur pour être parmi les plus compétitifs. Et il nous expliquera comment on peut partir du Cameroun, qui n'est pas un pays coté dans les grandes instances comme une grande nation de bonne gouvernance. J'ai mal au cœur quand je le dis, puisque je suis patriote, pour Maurice, qui est une terre, j'allais dire, quasi paradisiaque, où les chiffres de croissance vont très fort. Parfois, ça frôle les 2 chiffres. Alors, Mathieu Mandin est notre invité, et juste à côté de lui, il y aura Aristide Kenda, directeur de publication du magazine Les As du Continent, qui a travaillé pendant 25 ans en Côte d'Ivoire, et il sera avec nous pour échanger. Je commence par Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Martial et bonne année. Et je dis aussi bonjour à vos chers téléspectateurs et bonne année à mes compatriotes camerounais. Ça fait très mal de vous voir désormais pour 5 minutes. Hein. Vous êtes venu pour la passation de service, vous avez passé le relais à un plus jeune, mais non moins brillant que vous, un jeune Africain qui va désormais diriger la Standard au Cameroun. Après, vous partez, ce soir. Oui, tout à fait. Je repars ce soir, je suis là depuis une semaine pour effectivement passer les rênes ou les clés du coffre camerounais à mon confrère, à mon collègue Tchouk Touga, qui est un Nigérien, effectivement. Nous avons une série d'événements. Les salariés, mes collègues de Standard Chartered m'ont célébré samedi dernier. On a eu les célébrations à Yaoundé mardi, et puis à Douala jeudi. Et puis, effectivement, c'est pour ça que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais comme on ne vous refuse rien, j'ai accepté de venir partager un petit peu avec vous mes réflexions du moment sur l'économie de notre pays, de notre continent et du monde. Voilà. Aristide Kenda, bonjour et bienvenue. Vous connaissez le programme, vous connaissez la maison. Bonjour Martial, bonjour Mathieu, bonne année à tous nos téléspectateurs. Je connais le programme puisque j'ai déjà participé à plus d'une émission. Je suis content d'être encore là, surtout en face d'un top manager, surtout avec un pincement au cœur parce que le Cameroun ne retient pas ses étoiles, ses élites, ses génies. Et on a le sentiment que ceux qui manipulent ignorent souvent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Quand on a un enfant de notre contrée qui est capable, comme on va peut-être en parler, qui est capable de nous accompagner sur les marchés financiers internationaux, et qu'au moment où il commence justement à nous aider, puisque vous avez lu ces articles pendant la semaine qui devait avoir lieu pour les 30 ans de la PECAM, où il disait justement comment ils ont aidé à faire accroître les entreprises, quand on sent que c'est un fils de notre pays et qu'on le laisse partir comme ça, et ça a un pansement au cœur. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas être content de voir que nos étoiles brillent partout dans le monde? Mathieu, est-ce que ça vous fait un pincement de partir, de laisser votre terre natale pour déployer votre know-how à travers le monde? Mais je ne pars pas, Martial. Martial, je suis un citoyen du monde, je suis un global leader, et il ne vous aura pas échappé, vous qui savez tout, que Maurice, c'est un hub. Maurice est pour l'Afrique ce que Singapour est pour l'Asie du Sud-Est et Dubaï pour le Golfe. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais un International Financial Center, et à partir duquel, effectivement, je suis en charge des relations entre l'Afrique et le reste du monde pour le groupe Standard Chartered. C'est quand même énorme. C'est un bilan qui est pratiquement 10 fois plus que celui que j'avais ici.
c'est une grosse promotion qui, à mon avis, a toutes les raisons de ravir les Camerounais, parce que je reste Camerounais et la preuve, je suis là. Donc, c'est vrai que je n'aurai plus... La proportion du temps que je consacre au Cameroun naturellement, elle est réduite, parce que je partagerai désormais avec les autres pays d'Afrique et avec le reste du monde. Mais je crois que c'est pas plus mal, finalement, que je sois là-bas aussi. Mais avant d'aborder des vraies questions, Kenda, on le disait, et si Paul Biya vous avait nommé, je ne sais pas, il ne l'a pas fait, mais si vous avez nommé, seriez-vous parti à la quête de Maurice ou du monde? Je crois que votre émission, c'est Académie milieu politique, mais moi, je ne parle pas politique ici. Et vous savez, les nominations reviennent au chef de l'État, laissons-les au chef de l'État. Pour l'instant, je suis utile à mon pays. J'ai étudié à mon pays ici. J'ai étudié à mon pays là où je suis, vous le savez, avant de partir. On a bouclé avec brio le Eurobond de 750 millions de dollars. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en parler. Parlons-en. Alors, encore qu'avant qu'on ne parle des eurobonds, souvent on a le sentiment, c'est le sentiment que j'ai quand il vous a dit que j'ai fait 25 ans dehors, quand on revient, on a le sentiment que quand on vous nomme d'ailleurs, c'est un piège. Parce que quand vous voyez ceux qui ne sont plus ministres, ils tremblent de tout le monde, parce qu'il y a le TCS derrière, il y a, comme si on vous piégeait pour vous empêcher, et plus tard, peut-être de lorgner ce fauteuil spécieux qui est assez inamovible pour le seul individu depuis 33 ans. Alors, c'est une émission très suivie, en prime time, bien sûr. Les Camerounais se posent des questions. Eurobond, c'est quoi? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je préfère écouter Mathieu. Oui, en 2 secondes. Oui, Martial, comme je disais, beaucoup a été dit. Beaucoup a été dit sur cette émission. Et des eurobonds, je veux dire, et il était peut-être un peu quelqu'un de la cuisine, entre guillemets, et non pas du gouvernement, de la cuisine. Racontent les faits, tout simplement, parce que le gouvernement, effectivement, a dit la vérité sur ce qui s'est passé, mais il y a eu des experts là-dehors, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Le Eurobond arrive comme un aboutissement d'un processus de recherche de financement. Le Cameroun, je dirais, a eu la progression habituelle de tout pays en termes de recherche de financement extérieur. On commence par les multilatéraux, on suit par les bilatéraux, et ensuite on va sur le commercial. C'est normal, c'est la marche normale. Et l'avantage du Eurobond, c'est qu'il vous donne accès à une liquidité plus profonde et plus longue. Vous comprenez? Après que le Cameroun, sur le volet commercial, j'ai dit les multilatéraux, les bilatéraux et le commercial, après que le Cameroun ait exploré les potentialités locales avec le 2010, Eurobond, emprunt obligataire? Oui, l'emprunt obligataire, c'est SCMR de 2010, et puis les deux qui ont suivi, il était temps, effectivement, que le Cameroun, naturellement, sur le marché Eurobond, parce que c'est là, quand je parle, pour parler en des termes simples, c'est là que vous avez quand même des masses d'argent importantes. On a levé 750 millions de dollars, c'est presque 450 milliards de CFA, ce n'est pas rien, je finis. Et sur une durée de 10 ans, les emprunts obligataires qu'on levait ici, c'était 5 ans. Donc vous avez à la fois la profondeur et la durée des financements. Alors, M. Ouattara, le président ivoirien, avait dit en 2014, à l'occasion du discours de fête d'indépendance, parce qu'il s'adresse à la nation, qu'on va sur les marchés financiers internationaux parce que les taux sont bas. Or, on se rend compte qu'avec les eurobonds levés par vos services et la Générale à Paris, vous êtes à presque 10% de taux d'intérêt. À 9,75. Qui est l'un des plus gros taux après le Ghana, qui est à 10,75. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Global Capital qui estime que vous êtes allé simplement à 98% et que vous n'avez pas atteint les 100%, alors que les autres, quand ils vont sur les eurobonds, ils sont à 500%. La Côte d'Ivoire, c'est à 500%. 500%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le fait que le Cameroun, la signature du Cameroun ne soit pas aussi forte à l'international? Est-ce que le Cameroun est un pays crédible? Est-ce qu'on peut nous prêter de l'argent facilement et à des taux plus bas? Ou est-ce que c'est encore un ogorgien? Alors, je vais répondre à toutes ces questions. D'abord, le taux. Et où? Le taux, effectivement, de sortie, c'était 9,75, pas 10%. Mais en réalité, on va dire le rendement, c'était de 9,75 parce qu'on a fait une espèce de, on appelle ça pricing magic, une espèce d'ingénierie de pricing qui fait qu'en réalité, le taux de sortie, c'est 9,5. Le taux de sortie est 9,5 parce qu'on a mis en dessous du pair, en deçà du pair. Je ne vais pas aller dans les trucs techniques, on est dans une émission, dans une émission financière ou économique ici. Oui, 9,75, effectivement, peut paraître a priori élevé. Mais je vous assure que c'était le meilleur taux compte tenu des conditions de marché au moment où on est sorti sur le marché. Il faut l'expliquer cela. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la volatilité sur les marchés est relativement importante.
vous avez essentiellement, je dirais, trois choses qui jouent en défaveur du Cameroun à ce moment-là. On a eu un très bon dossier. Il est là, hein, un très très bon dossier. Et de l'avis de tout le monde, notre ministre des Finances a fait des merveilles pour la présentation. Il y avait les équipes évidemment qui ont travaillé pour l'accompagner. Il y avait trois choses. Il y avait déjà, je dirais, c'était plus des prémices. Il y avait une quasi-certitude sur le ralentissement de la croissance de l'économie chinoise. Première chose. Deuxième chose, il y avait la baisse du coût des matières premières. Et troisième chose, il y avait les incertitudes sur la politique monétaire des États-Unis. Vous savez, on rentre comme vous savez, pour lever les fonds, on a fait un roadshow qui nous a mené de Paris à Los Angeles, Boston, New York, London et tout. Quand on atterrit à Londres, j'achète le premier truc que je demande, c'est le FT, Financial Times. Et on dit US Job Surge Pave Way for Wage Rise. Pour dire quoi? Pour dire qu'à ce moment-là déjà, on anticipe quasiment certainement l'augmentation des taux américains. Donc forcément, les investisseurs anticipent. Mais il y a d'autres raisons encore qui vont au-delà de ça. Parce que effectivement, c'est un peu long à expliquer, mais je vais essayer d'être vraiment pédagogique, parce qu'il faut faire de la pédagogie pour que les gens comprennent. Je vais tellement vouloir avoir de temps dans une émission économique ou financière. Quand on va sur le marché, on veut vendre le Cameroun comme étant le Gabon avec une prime. C'est le Gabon moins cher. Bon. Non, pardon, la Côte d'Ivoire moins cher. Bon. Au fur et à mesure qu'on fait les présentations, les roadshows avec les investisseurs des États-Unis, quand on revient, on se rend compte qu'ils nous poussent. Leur perception du Cameroun, ça sera le Gabon plus. Donc déjà, ce positionnement n'a pas pris. D'accord? Parce que peut-être pour eux, parce que vous savez, n'oubliez pas que c'était la première émission, l'émission inaugurale. La première fois que le Cameroun allait au marché. Et beaucoup de choses ont joué contre nous. Non, mais il faut expliquer. Il y a les variables de marché, j'ai expliqué. Il y a les variables, effectivement, qui tiennent en partie aussi à des spécificités camerounaises, ça c'est vrai. Et des variables aussi qui tiennent au fait que c'était une émission venant de l'Afrique subsaharienne, une de plus, après le Gabon, après la Côte d'Ivoire, après l'Angola, et je finis là-dessus. Finissez, Mathieu, pour qu'on avance. Oui, je finis. Et le reproche qu'on faisait au Cameroun, mais qui dérivait du reproche qu'on faisait aux pays d'Afrique subsaharienne, c'est leur incapacité à réaliser, à exécuter. L'incertitude sur leur capacité à exécuter, à réaliser. C'est pour ça que les gens ont été très déçus par le Ghana, par exemple. Tout le monde parle du Ghana. Savez-vous que pour que l'émission du Ghana marche, ils ont eu une garantie de 40% de la Banque mondiale. Nous, on a levé les fonds sans garantie. Il y a la BAD qui est venue quand même. Non, très bien. Ça tombe bien parce que vous savez, vous avez raison de poser cette question. Parce que même les professionnels, même les investisseurs ont eu une confusion quand cette information est sortie. Nous avons dû informer les gens. Non, la BAD n'a pas garanti l'émission de l'emprunt obligataire camerounais. La banque a mis en place une ligne de financement contingente pour couvrir les risques de change. Parce que l'émission a été mise, on a payé Eurobond, mais les fonds sont en dollars. Voilà ce qui s'est passé. Mathieu, on va rester dans le sillage. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent, il y a eu parmi les entraves ce que vous appelez les spécificités camerounaises. Mais ce n'est pas anodin. Vous passez là-dessus. Et puis, Standard Poor's a même abaissé la note. Attendez, mais oui, c'est très fin de votre part, mais les spécificités, c'est quoi? C'est tout un gouvernement en prison, 2 premiers ministres, tous les ministres en prison, la corruption, le pillage, le vol, le détournement. C'était quoi les spécificités? Qu'est-ce qui nous empêchait, ou qu'est-ce qui nous empêche? Et après, de ne pas réaliser aussi nos marchés. Et pour compléter, Martial, de ne pas être nous-mêmes, qu'on puisse nous repérer à partir de la Côte d'Ivoire d'abord, ensuite le Gabon. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas une image claire, il n'y a pas une lisibilité, il n'y a pas une visibilité du Cameroun à l'international. C'est un gros problème. Vous posez des bonnes questions, je vais vous répondre, messieurs. Oui, allons-y. Je vous ai dit, le Cameroun est allé sur le marché des capitaux internationaux pour la première fois. Et on est en novembre, on sort en novembre. Et à ce moment-là, la Côte d'Ivoire a déjà été plusieurs fois, le Gabon aussi. Maintenant, la notion de spécificité camerounaise, c'est parce que nous sommes B. On est B-flat, justement, par rapport aux agences de notation. Par exemple, vous savez, si aujourd'hui je suis à Maurice, Maurice, c'est triple B, c'est investment grade. Justement, j'ai rencontré le ministre des Finances de Maurice la semaine dernière. Non, triple B. Comme je dis, j'ai rencontré le ministre des Finances de Maurice la semaine dernière. Il est très enthousiaste à l'idée qu'effectivement, on puisse les aider à aller. Ils ne sont pas encore, Maurice n'a pas encore émis de Eurobond. Ils envisagent de l'émettre. Avec un taux de bancarisation de 78%. Alors qu'au Cameroun, nous sommes à... Oui, mais ça, j'ai déjà plusieurs fois parlé du problème du taux de bancarisation. Je ne vais pas revenir sur le taux de bancarisation. Donc effectivement, c'est pour vous dire que non, pour parler spécifiquement du Cameroun, le Cameroun a effectivement une histoire qui a été très, très, très compelling, très forte. Comme partout, nous avons les faiblesses. Oui, mais Mathieu, quand vous allez avec Alamine
Ousmane, qui est le ministre des Finances, et Motazé pour le plan, je suppose, l'économie. Est-ce que ces personnes qui sont des grands managers aussi ont compris les enjeux ou ils sont allés avec leur casquette de fonctionnaires camerounais? Est-ce qu'ils ont mouillé le maillot? Parlons-nous franchement, est-ce qu'ils étaient à la hauteur? Est-ce que vous tous, vous étiez à la hauteur de la tâche? Parce qu'on se lève pas, on ne va pas à Boston juste parce qu'on s'appelle à la mine. Il faut avoir du bagou, il faut avoir... Est-ce qu'ils n'ont pas attendu une décision du chef de l'État, la bureaucratie camerounaise qui perd souvent le temps? Alors, je vais vous répondre sur cette question-là. Comme toutes les questions, je sais, on pourrait appeler ça hard through ou frank through. Je ne fais pas de langue du bois, je ne fais pas de politique. Vous voyez? Croyez-moi, sur la durée du roadshow, on a rencontré au moins 70 investisseurs. D'ailleurs, il y a eu 134 investisseurs qui ont souscrit à notre eurobond. C'est pas rien. On n'a pas atteint les 100%. Oui, mais c'est ça. Je parle du nombre d'investisseurs. Ça, c'est autre chose. On va y revenir sur les 100%. Croyez-moi, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous ont dit, parce que nous étions 2 banques chefs de file, et j'étais très actif de toute façon, j'étais là de bout en bout, qui m'ont dit plusieurs fois, en entrant dans la salle, nous n'avions pas l'intention d'investir sur l'émission camerounaise, parce qu'elle est venue, je vous dis, un peu tard dans l'année. Les investisseurs avaient déjà bouclé leur projet, leur programme d'investissement. C'est comme ça que ça se passe dans ces marchés. On est parti un peu tard, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on peut peut-être revenir là-dessus. Mais en écoutant l'histoire du Cameroun, en regardant la présentation du Cameroun, le potentiel, n'oubliez pas que ces gens-là investissent avec nous pour 10 ans. Eux, ils voient dans 10 ans que les choses vont sur 10 ans que les choses vont se faire. Pourquoi diable les Camerounais eux-mêmes ne croient pas en leur pays? Comment voulez-vous que les investisseurs américains, européens, asiatiques, il y a même eu les gens de Singapour, sur un bear market, comment on dit, un bear market, comment on dit, un marché qui n'était pas en augmentation au moment où on sort, viennent jusqu'à 134, parce qu'on l'a vu quand on construit ce qu'on appelle le order book, le livre d'ordre, par exemple. Vous avez ces gens-là qui investissent dans notre pays. Vous croyez que c'est facile de donner comme ça 700 millions de dollars sur 10 ans à un pays? Non, monsieur. La Côte d'Ivoire avait le double. Hein. Mais attendez, ayons le triomphe modeste aussi, 700 millions oui, mais à l'échelle. On est bien d'accord qu'il y a un certain nombre de choses qui nous différencient de la Côte d'Ivoire. Les jeunes hommes intelligents que vous êtes, vous le savez, vous ne le ferez pas dire. Donc j'essaie de vous dire, entre guillemets, bon, si on vous demande quelle est la différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on le sait, on en reparlera peut-être si vous voulez. Moi, je suis content pour en parler tout à l'heure. Mais encore une fois, je vous dis, parlons d'une performance qui, toute chose égale par ailleurs, est loin d'être mauvaise. Mathieu, mais qui n'a pas été un coup de maître. Bon, on peut pardonner que ce soit la première fois. Puisque, non, mais il évoque quelque chose d'important. Allons-y. Vous savez, moi, je crois que l'ingénierie qui a consisté à dire, parce qu'en été, on vous a dit que le livre d'or était de 98%. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il était de 1,116 milliards, quelque chose comme ça. Le Cameroun a décidé de prendre au moins 116 millions, pardon. Mettons 1,2 million de dollars. Oui. C'est le livre d'or de ces niveaux-là. Et on a pris 750 millions. Le Cameroun aurait pu prendre de 1,2. Mais justement parce que le gouvernement camerounais a estimé que pour ce niveau de taux-là, je veux prendre, et il faut l'expliquer, Marcel, laisse-moi finir. Et je vais prendre, entre guillemets... Je n'ai pas l'intention de... C'est important. Je vais prendre les sommes qui me permettent d'avoir un passé. Les investisseurs qui ont demandé de 10,5% et 11%. Donc ils ont préféré prendre, entre guillemets, un taux faible et une somme d'argent qui permet de financer les projets déjà prêts. C'est très important parce qu'il y avait, souvenez-vous, il y avait 3 choses que l'émission devait financer. Le remboursement de crédit à la Sonara, le financement d'une partie du programme d'urgence et d'autres programmes de développement et sociaux de développement au Cameroun. Évidemment, compte tenu du fait que tous les projets n'avaient pas la même maturité, il n'y avait aucune raison de prendre davantage à ce taux-là. Ce qu'il faudrait, ce qui est bien maintenant, c'est que le Cameroun va effectivement continuer à travailler avec les investisseurs, construire la relation avec les investisseurs et repartir sur le marché quand une bonne fenêtre se sera présentée pour pouvoir avoir un taux meilleur. Mathieu, voilà la réalité. C'est pas un monologue, vous le permettez, Mathieu. Naturellement, non, mais j'informe vos téléspectateurs. Mais oui, parce que, justement, allons-y. On nous prête de l'argent pour investir. On a dit les grands travaux, les projets, il y a la Sonaré et tout. Mais qu'est-ce qui va veiller, puisqu'on se connaît entre Camerounais? Je ne parle pas du Ben Sikiner qui vous prend 100 francs de plus parce qu'il vous bâche, mais je parle de ces grands leaders dans les bureaux qui détournent les créances publiques. Ces eurobonds, cet argent qui va arriver ou qui est en train d'être, qui est là, comment on va s'assurer qu'il va effectivement aller à la réalisation de ces travaux pour la bonne compléter, gouvernance? nous sommes il y a 1 an. L'autre volet de financement, ça devait servir au programme d'urgence présidentielle, je crois. Et c'était de 2015 à 2017.
Et 2015, toute l'année 2015 est passée. Vous voyez là que nous sommes en retard. Est-ce que les gens n'ont pas déjà fait des cercueils d'argent avec ces eurobonds dans leur village, dans leur mallette? Comment on peut être? Vous savez, et je suis vraiment content que vous posiez ces questions, même si elles sont par certains aspects provocantes. Et sortez même impertinentes. Impertinentes et même politiques. Vous savez l'avantage, un des avantages d'aller sur le Eurobond Market, c'est que vous vous imposez la discipline du marché désormais, monsieur. Il faut quand même être assez fou. C'est plus une histoire ce n'est plus petit meurtre entre amis là. Qu'est-ce qui fait peur aux Camerounais? On a vu pire ici. Je finis ici, posez des questions, laissez-moi répondre. Oui, allons-y. Ce n'est plus une histoire de petit meurtre entre amis. Vous allez vous exposer à la surface du monde. Vous avez 134 investisseurs qui investissent en vous, dans votre pays, qui s'assurent que les choses sont faites. C'est une bonne chose de s'imposer la discipline de marché. Maintenant, quand vous regardez, il me dit comment vous allez vous assurer que les projets sont réalisés. Mais nous appelons ça de tous nos voeux. J'ai toujours dit dans ce pays, et je le dirai tant que ma voix me le permettra, que nous avons 4 défis à relever. Laissez-moi développer Bissau, juste au moins sur ce point-là. 4 défis à relever. La bonne gouvernance, j'y reviendrai parce que c'est le point. La bonne gouvernance, les infrastructures, l'environnement des affaires et l'intégration régionale. La bonne gouvernance, j'ai toujours dit que vous avez une bonne gouvernance. Je viens de Maurice, ça fait 2 mois et demi maintenant que je suis à Maurice. Je vois l'impact de la bonne gouvernance à Maurice ou même à Singapour ou ailleurs. C'est un système où les décideurs agissent avec responsabilité, obligation de rendre compte, transparence, pas de corruption, équité, indépendance, pas de conflit d'intérêts et intégrité. Parce qu'alors vous avez les corollaires, les 3 corollaires, c'est ce qui vous manque, M. Bissau. Le premier corollaire, c'est effectivement la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. On ne fait plus pour les copains et les coquins, mais on fait pour tout le monde. C'est le parti pris de l'action et la discipline d'exécution. Cher Rodrigue, cher Bissau, c'est ce défi-là que nous devons relever tous, collectivement et individuellement. Allez-y, Aristide. Si vous permettez, pour la gouvernance, vous êtes manager, vous êtes top manager. Et en entreprise, tous les lundis, c'est le progrès. Si je me trompe. Mais dans un pays comme le Cameroun, on ne fait pas de conseil de gouvernement, on ne fait pas de conseil des ministres, on ne sait pas quand on le fait. Comment on peut diriger? Comment on peut s'assurer? Et où on donne l'impression que les ministres sont pris au piège dans un système où ils évoluent, on les regarde et on accumule les fautes. Et à la fin, on leur sort ça. La seule manière de vérifier que le gouvernement est vivant, c'est quand il danse à la télé. Et nous, on a envie de les voir danser avec les dossiers urgents. On ne sait pas comment on gouverne. D'abord, il y a une sorcellerie du silence. Le chef se retient en silence quelque part, on ne le voit pas, on ne le voit jamais. Et il apparaît de temps en temps, il apparaît en fin d'année, il nous souhaite une bonne, souvent, une bonne année. Et vous croyez que M. Mandeng, vous ne vous êtes pas mis dans un problème qui va vous dépasser? Décidément, vous êtes absolument, je dirais, focalisé sur le fait de... Je vais vous dire ce qu'a dit minutes politique, mais je ne prendrai pas de politique avec vous. Donc, si vous voulez me poser des questions sur l'efficacité gouvernementale et tout le reste, je crois que d'autres mieux que moi sont mieux placés pour répondre à ces questions-là. On n'a dit pas de langue de bois. Non, on n'a pas de langue de bois. Je vous ai dit que je vais vous parler de problématiques financières, économiques, allons-y. Et tout le reste. Oui. Et donc, je vous ai dit que nous avons un problème de bonne gouvernance, je vous l'ai dit. C'est pas, bon, mais quand je dis que nous avons un problème de bonne gouvernance, ça veut dire qu'il faut améliorer. Il n'y a qu'à regarder, c'est pas moi qui le dis, il y a les indicateurs. Vous voyez, je ne veux pas, entre guillemets, abreuver vos téléspectateurs les indicateurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Mathieu? Vous n'avez qu'à regarder ce qu'on appelle le Transparency Index. Vous allez voir où on se trouve. Le Mo Ibrahim Index, vous allez voir où on se trouve. Donc il y a quand même les indicateurs qu'on ne peut pas contester. Donc il y a, cela dit, il faut aussi reconnaître, je ne suis pas là, je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas là pour défendre, je suis un Camerounais comme tout le monde. Il y a des améliorations à faire, mais les choses se font. D'accord? C'est là où moi je diffère de certains de mes compatriotes. Parce que voyez-vous, comme on dit, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Moi, j'ai la volonté de voir la bouteille à moitié pleine. Je veux voir qu'il y a quand même la CONAC qui fait ce qu'elle peut. Ce qu'elle peut. Vous dites bien. Non, je continue. C'est gentil. Il y a non, mais attendez, il y a l'agence nationale, comme on dit, la NIF, qui fait ce qu'elle peut. Il y a les cellules anti comme on dit, du contre la corruption dans les ministères. Il y a quand même des choses. Il y a autre chose, M. Mandeng. Il y a les procédures. Vous savez que dans ce pays, les procédures bloquent la performance. Et vous savez qu'en entreprise, vous qui êtes top manager, la performance, les Américains disent le RBB, l'obligation de résultat. Donc, est-ce qu'on peut exiger à un pays, à des fonctionnaires, surtout les hauts dirigeants de l'État, ceux qui occupent les fonctions de directeur général des entreprises publiques et parapubliques,
ceux-là sont broyés par les procédures. Ils n'arrivent pas à faire de la performance. D'ailleurs, il y a eu une grande rencontre entre les hauts dirigeants et le consuper, je crois, et d'autres ministères pour poser ce problème. Mais vous croyez que le Cameroun, si on ne résout pas ce problème, on peut s'en sortir? Est-ce qu'on pourra rembourser l'argent des gens qu'on allait prendre? Aristide. Oui, monsieur Mandeng. Aristide. Oui, monsieur Mandeng. Georges Danton disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Il faut que chaque Camerounais, là où il est, ose. Vous croyez que c'est facile? Ça a été facile pour moi de diriger la Stantchat pendant 8 ans et demi au Cameroun, de faire les performances qu'on a fait? Rien n'est facile. Mais à la fin de la journée, il faut arrêter d'attendre que le salut vienne d'ailleurs. Je suis désolé de vous le dire, encore une fois. Moi, je vous dis, si nous osons, si nous sommes nombreux à oser, les choses se feront. Bon, j'ai fini. J'ai piloté, pour le compte de l'État du Cameroun, un certain nombre de projets dans ce pays. Que ce soit l'importation du ciment, que ce soit la construction de l'usine à gaz de Kébi, que ce soit le financement CDMA avec Camtel, et pour finir le Eurobond. Vous croyez que c'était facile, monsieur? Non. Rien n'est facile. J'ai travaillé dur, monsieur. J'ai géré, j'ai aussi, comment on dit, j'ai navigué à travers ce système. Non, on a délivré parce qu'on a travaillé dur. Non, il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. C'est trop facile à de dire oui, mais les autres, mais oui, mais mañana. Non, il faut que chacun... Il faut justement, monsieur Mathieu Mandeng, que votre travail soit protégé. Et pour que votre travail soit protégé, parce que la décision vient d'en haut. Même dans chaque entreprise, les décisions viennent d'en haut. Mais si le haut n'est pas efficace dans la performance, dans le management, parce qu'un pays aussi se gère comme une entreprise. Ce que nous posons comme problème, et c'est ce que vous avez rencontré, c'est l'image du Cameroun, c'est les problèmes spécifiques au Cameroun, la gouvernance. Et cette gouvernance, ce n'est pas vous. Kenda. Notre question, ça ne laisse pas vous. Vous ne parlez pas de politique, vous ne voulez pas parler de politique. Mais nous avons la responsabilité, en tant que journalistes, de poser les vraies questions. Alors, ce n'est pas une émission trafiquée, elle ne sera jamais comme ça, parce qu'on gardera toujours notre marge de respiration. Merci, M. Mandeng, de respecter notre liberté de ton. Sinon, ça va souvent mal se passer, encore que vous êtes brillant et vous jouez le jeu. C'est d'ailleurs un pléonasme de dire de vous que vous êtes brillant. Alors, vous êtes fils de cultivateur. Aujourd'hui, vous êtes au sommet du top management. Est-ce que vous serez encore heureux d'être fils de cultivateur aujourd'hui quand on voit comment nos paysans vivent et croulent dans la misère? Le cacao ne se vend plus, la banane, quand elle est produite, il n'y a pas de route, les multinationales arrachent les terres des paysans. Bref, comment on peut faire pour relancer l'économie si vous étiez à un poste de décision, comme vous le dites? Comment on peut faire pour changer ce Cameroun? J'ai un jeune Camerounais qui a fermé son entreprise, sa PME, parce que ça fait une semaine qu'il va aux impôts avec de l'argent, il essaye de payer. On veut plutôt le racketter. C'est direct et c'est concret. Comment on peut relancer la machine Cameroun, la machine économique, en vous rassurant évidemment de tout notre patriotisme et de tout notre optimisme qui est... Martial, j'ai souvent parlé de ces sujets-là et j'en reparlerai parce que c'est un chemin, c'est un voyage. C'est un voyage, les problématiques économiques, comme on dit, c'est des cycles qui continuent. À partir du moment où vous dites je suis fils de cultivateur, je crois qu'il faut que je rectifie. Je suis en réalité fils de maçon et d'une cultivatrice. C'est important, mon père était maçon. J'ai seulement fait les mortiers sur les chantiers à passer des parpaings à mon père pour ne pas... Pour petit plein de... Papa était maçon. Il construisait, il bâtissait. C'est peut-être pour ça que je bâtir aussi. Ça, c'est autre chose. Comprenez-le. Maintenant, l'économie de notre pays. Ce document-là, c'est juste le résumé du dossier qu'on a présenté aux investisseurs. Il faut que les Camerounais prennent la peine de lire, de comprendre leur économie. Nous avons le privilège d'avoir une économie diversifiée. Une économie où on est en train d'investir dans les infrastructures, où l'agriculture représente un potentiel, où la production de pétrole est en train d'augmenter, même si le pétrole baisse, on pourra en parler pourquoi ça baisse et tout. Si vous voulez qu'on parle, je peux vous en parler. Mais parlons-y, on n'a pas assez de temps. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de temps dans les programmes télé en Afrique pour de l'intelligence. Profitons-en. Le pétrole baisse. Bon. Après, posez-moi la question sur le pétrole. Moi, je réponds d'abord sur l'économie. Après, je viendrai sur le pétrole. Économie, pétrole. Voilà. Kenda, c'est noté. Je viendrai. Pourquoi le pétrole baisse? Je voudrais mon avis là-dessus. Notre problème à tous, je l'ai dit, je l'aurais dit toujours, c'est comment aider le Cameroun à réaliser son potentiel. Comment aider le Cameroun à passer du potentiel aux opportunités, seul capable de permettre au plus grand nombre d'avoir les conditions de vie décentes et aux plus brillants d'entre nous d'avoir de vrais success stories, d'être de beaux journalistes intelligents comme vous êtes. C'est ça la problématique.
Et je dis pour le faire, je l'ai dit, je le redirai toujours. Il nous faut relever un certain nombre de défis. Et ces défis-là, ils ne sont pas relevés seulement par le chef de l'État ou par les gouvernants. Oui, évidemment, pas sous le leadership de nos dirigeants, qui qu'ils soient, entre guillemets, mais avec la participation de tout. Comment le Rwanda fait? Comment Singapour a fait? Mais Kagame s'assure au moins que ses ministres sont brillants et qu'ils travaillent. Je continue. Parce que là, on a des dormeurs et des voleurs. Pour te rejoindre, Martial, voici notre Macron. Non, attendez, Macron. Voici notre Mais Macron. voilà un exemple. Voici notre Macron. Oui, mais nous ne sommes pas en France. Nous sommes au Mais Cameroun. quand Et je le Cameroun, regarde c'est le Macron, Cameroun. Voici notre qui Macron. se laisse pousser le duvet, il a une petite trentaine. En Côte d'Ivoire, le ministre du budget a 32 ans. Et, Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, monsieur. mais il s'appelle encore. Ouais, mais pourquoi vous dites toujours... Mais Nous sommes au Cameroun. vous êtes un biaïste Non, aussi on peut même convaincu. vous rejoindre dans Non, mais- votre logique. Non, mais donc, effectivement, donc, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, effectivement, il faut relever les défis. J'ai dit la gouvernance, l'environnement des affaires, les infrastructures, l'intégration régionale. Tenez, parlez-en de l'intégration régionale. Parce qu'on m'a dit, ouais, j'ai vu effectivement que la direction générale de FMI est venue donner un certain nombre de. Est-ce qu'on a besoin de la garde pour venir nous dire qu'il faut les routes? La vérité, avec tout le respect que je dois à Mme Lagarde, et le respect que je dois au FMI comme institution, c'est que les problèmes du Cameroun sont connus. Les solutions aussi. Il n'y a qu'à réaliser. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, c'est bien d'avoir une coopération avec une institution de cette Est-ce qu'on ne peut pas se passer du FMI, Mathieu? Ah, mais écoutez, L'Algérie l'a fait, beaucoup de pays l'ont fait, et ils s'en sortent plutôt mieux. Ouattara lui-même a travaillé au FMI, mais il va sur les marchés je financiers. suis d'accord avec vous. Et il évite. C'est quoi le FMI la chez preuve- nous aujourd'hui? La preuve, le Cameroun n'est pas sur programme. Le Cameroun n'est pas sur programme FMI. C'est pour ça que nous n'avions pas besoin de l'avis du FMI du Cameroun en tant que pays. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, cette dame, avec sa manjupe? Pour aller sur le marché des capitaux, lever les fonds. J'ai entendu dire, là, ils ont sorti un rapport à un moment donné qui était limite tendancieux. Et j'ai dit aux gens du FMI, je suis désolé. Vous savez, je vais vous dire, vous savez, l'histoire de Dubaï, Emirates, Tim Clark, le patron de Emirates, le président, il nous rappelait la dernière fois qu'il y a 30 ans, quand les Émirats ont décidé de lancer Emirates, leur taux d'endettement était si élevé que quand ils ont parlé d'endettement, aucun soi-disant, entre guillemets, expert du FMI leur aurait donné le feu de ce qu'Orange pour aller emprunter. Mais ils ont décidé d'emprunter. Et ils ont bâti Emirates, qui est aujourd'hui un flagship brand name dans la... On dit même qu'aujourd'hui, les revenus de l'airline industry aux Émirats Arabes Unis est presque autant que le pétrole, si ce n'est plus. Bon, je passe, c'est une parenthèse. Pour vous dire qu'encore une fois, le FMI, hein, c'est un partenaire. Il amène ses idées. Nous avons le droit, nous, de les challenger avec les faits et discuter. Et les autres discutent. La Grèce l'a fait, bon, ils l'ont fait à leur dépens, peu importe, à leur façon, mais on a le droit de le faire. Ce n'est pas parole d'évangile, on n'est pas la religion ici. Vous comprenez? Et d'ailleurs, je l'ai fait comprendre parce que ils ont gêné un peu. Ils ont un problème avec la dette du Cameroun. Le problème du Cameroun, ce n'est pas la dette du Cameroun, c'est la qualité de la dette. Mais justement, le problème, j'ai envie de dire, le problème de la dette, ce n'est pas la dette de façon intrinsèque, c'est la qualité de la dette. Est-ce que vous savez que le Cameroun, on l'a montré, est le pays le moins endetté dans sa classe. On a montré ça. Ça, c'est les indicateurs qu'on a montrés. On l'a à 22%. 22%, je peux vous donner quelques pays. Le Ghana, 69%, le Sénégal, 53%, le Kenya, 52%. De quoi on parle? Donc, le problème n'est pas l'endettement, c'est qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu empruntes. Mais justement, c'est ça le problème. Mais c'est donc Qu'est-ce là, qu'on fait on arrête d'argent de qu'on parler le FMI par-ci, FMI par-là. Non. Encore une fois, Madame Lagarde était ministre des Finances en France. Avant, elle était avocate. D'accord? Bon, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais je dis encore une fois, les solutions des problèmes camerounais sont connues. Les problèmes sont connus. Réalisons. Pourquoi on ne saute pas la question du pétrole? Et tout à Oui, l'heure, allons-y avant qu'on ne vienne dans la salle, on échangeait. Vous m'avez expliqué, il faut qu'on a la chance d'avoir quelqu'un d'aussi brillant qui nous explique des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que à ce moment précis où le pétrole baisse, c'est là où la Fed décide d'augmenter le taux? Et c'est ce qui coïncide avec votre passage à la Oui, mais vous avez la notion de pétrole qui baisse. Pourquoi le pétrole baisse en réalité? Le pétrole qui baisse, le pétrole est passé de $100 le baril à pratiquement 30 aujourd'hui. Justement parce que, le pétrole a tellement augmenté qu'il était devenu très attractif d'investir dans l'exploration et la production pétrolière. Et donc, il y a eu des investissements massifs qui ont créé un renversement de tendance. Donc, un surcroît d'offres sur le marché par rapport à la demande. Et cette offre-là, notamment, parce que la question que les gens posent, c'est mais alors pourquoi le PEP n'arrive pas à agir? Le PEP n'arrive pas à agir simplement parce que ce n'est plus du ressort de l'OPEP. Celui qui aujourd'hui alimente le marché du pétrole, c'est les États-Unis d'Amérique, 12 millions de barils jour. 12 millions avec le pétrole de schiste, 12 millions de barils jour. Ils ont disrupt
le marché. Le pétrole de schiste, je rappelle, c'est quand on casse la roche Voilà. pour en extraire sa substance Ils ont disrupté le marché. Ce qui fait aujourd'hui qu'effectivement, les petits producteurs de pétrole, tout est relatif, comme le Nigeria, je ne parle pas par rapport au Cameroun, comme le Nigeria, l'Angola, le Venezuela, l'Algérie, ont des difficultés sur leur budget, évidemment. Mais par contre, les pays comme l'Arabie Saoudite, eux, ça tient encore parce qu'ils ont des réserves. Et effectivement, les gens pensent que de toute façon, c'est des cycles que ça partira. La question, c'est quand est-ce que ça partira, ça sera autre chose. Mais vous avez bien compris de façon très simple. Ce qui a, comment dire, on a pas. Bon, Parce que. Mathieu, Il y a un précédent avec l'augmentation des taux d'intérêt. Quel est le rapport? Oui, mais les augmentations de taux d'intérêt américaines ne sont pas, entre guillemets, liées uniquement à la notion du pétrole. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on a dit qu'il y avait un risque de réchauffement de l'économie américaine. C'est pour ça qu'on a voulu jouer sur les taux d'intérêt, parce que justement là-bas, contrairement à ici, parce qu'ils tiennent les leviers de leur politique monétaire. Comme on dit, il y a une vraie transmission des mécanismes de politique monétaire, entre guillemets, dans l'économie, en jonction avec la politique budgétaire. Nous, c'est une autre affaire, parce que vous savez, bon, il y a des choses... Bon, Mathieu, on ne peut pas dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent, le pétrole, c'est l'or noir. Et on soupçonne que le monde n'est plus stable aujourd'hui. Daesh, Boko Haram, tous ces îlots d'insécurité ont été créés parfois, entre guillemets, par ces puissances, les États-Unis, la France, pour alimenter un peu, pour créer le chaos et créer des circuits parallèles de distribution. Aujourd'hui, on sait pour qui Daesh produit le pétrole. Le coton. Le coton. D'où va le coton du Cameroun, du Nigeria? Est-ce que c'est pas aussi ça Est-ce que c'est pas aussi ça aujourd'hui, la gouvernance mondiale qui inclut la force, le vol, l'armement, une destructuration des États? Alors, décidément, il est pertinent. Hein? C'est lui qui pose des questions. Moi, je réponds aux questions. Comme disait Winston Churchill, il n'y a pas de questions indiscrètes. Seules les réponses peuvent l'être. Mais répondez au maximum. Parce que votre vol, c'est dans 3 heures. Et peut-être ça sera la dernière. Oui. Profitons-en. Oui. Ce qui est une certitude, Aristide, Martial, c'est que oui, le monde est incertain. On rentre dans un monde incertain aujourd'hui, plus qu'hier, c'est une évidence. Daesh, vous l'avez dit, et tout ça, les groupes Boko Haram chez nous, et tout ça, c'est une chose. L'insécurité. Et puis il y a aussi, je vous dis, il y a aussi cette incertitude sur les chiffres réels de l'économie chinoise. Et qu'aujourd'hui, on dit que l'économie chinoise connaît, comment on dit, un ralentissement de sa croissance, pour dire le moins. Mais la vérité, c'est que dans les cénacles économiques et financiers du monde, les gens se posent des questions sur, finalement, mais sur la fiabilité des chiffres. C'est un géant au pied d'argile. Je ne dirais pas ça, mais je dirais, on commence même à se poser des questions sur la réalité des chiffres qui viennent de Chine. Est-ce que c'est une bonne chose, le ralentissement de l'économie chinoise? Parce que l'Europe est décadente, elle est en train de... Peut-être qu'elle se restructure, mais c'est la Chine qui est quand même venue donner un peu d'espoir à l'Afrique. Est-ce que vous croyez à ce partenariat Afrique-Asie? Vous êtes plus Singapour, Taïwan? Alors, enfin... Ce que je vois, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je crois, c'est ce que je vois. Ce que je vois, c'est le président chinois venant promettre 60 milliards d'investissements en Afrique sur 3 ans. Ça me parle. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des problèmes que nous avons au Cameroun et en Afrique, c'est l'infrastructure, naturellement. Voilà. Donc, voilà. Moi, de toute façon, c'est ce que je vois, concrètement. Il nous faut des routes au niveau du pays, le Cameroun, mais il nous faut aussi des routes, entre guillemets, qui peuvent permettre de connecter des blocs, comme on dit, les pays entre eux en Afrique. Mais justement, si la Guinée équatoriale, poussée par sa xénophobie, et le Gabon, par la haine des autres frères africains, refuse d'avancer vers le développement, comment le Cameroun peut s'en sortir dans le cas précis? Est-ce que c'est avec le Nigeria? Enfin, on est obligé d'accélérer. Tout à fait, on accélère, je suis d'accord. Évidemment, comme je dis, ma mission, comme d'habitude, il est décidément un ancrage politique. Mais je ne peux que déplorer. Mais je réponds. Hein. Vous savez, il y a un rapport je crois que c'est le CERDI, c'est un centre d'études et de recherche qui se trouve à Clermont-Ferrand, qui a révélé que l'insuffisante intégration régionale en Afrique centrale, dont on dit qu'il est l'un des blocs les moins intégrés au monde, coûtait 2% de croissance à nos pays, à nos 6 pays. Vous vous rendez compte, monsieur, 2% de croissance. Il faut quand même oser le faire. Vous savez, il y en a qui iraient aujourd'hui chercher 1% avec la cuillère à escargot. Comme la France. Et nous, on est là, on prendrait le confort à cause de nos égoïsmes, parce que chacun ce soir, on reste ce soir, on laisse comme ça 2% sur la table. Évidemment, c'est dramatique.
Mais évidemment, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que le déplorer, on ne peut que le dire. Après, il y a la décision politique. Il faut que nos dirigeants prennent les décisions. Et vous savez, je ne vais pas vous raconter l'histoire depuis qu'on dit qu'on va faire la libre circulation des personnes et des biens. Il me fallait... la dernière fois, je devais aller au Gabon parce qu'il y avait la dernière réunion de la COBAC. Et d'ailleurs, le secrétaire général de la COBAC m'avait appelé parce que compte tenu de ce que j'ai joué comme rôle dans l'industrie bancaire, voulait que je sois là-bas. Eh bien, je n'ai pas pu, parce que vous savez, je n'ai pas pu me prendre le temps pour prendre un visa pour aller au Gabon, voyez-vous? Eh bien oui, c'est comme ça. En Guinée, c'est ça pareil. Alors les 4 autres, ça va. J'ai le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, comme il y a la guerre là-bas, et le Congo-Brazzaville, ça va. Mais alors nos deux autres frères, mais c'est ça les problèmes que nous avons. C'est pour ça que je vous ai dit, je l'ai dit toujours, bonne gouvernance, infrastructure, environnement des affaires, intégration régionale. Il faut qu'on s'attaque à ces problèmes-là. Alors, je vais un peu vous sortir de la politique pour vous dire qu'il y a 3 quand même éléments hypostatiques, hein, c'est-à-dire l'alimentation, la santé et puis la spiritualité. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça pose dans le problème? Il n'y a pas assez d'enseignement culturel et puis sur le plan spirituel, est-ce que vous pensez que le fait de donner le volant de nos voitures à d'autres, ça ne nous mène pas là où nous ne voulons pas partir? Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que nous prions Dieu avec les prophètes des autres, nous prions Dieu avec la langue des autres, alors que Dieu a donné à chaque peuple sa langue, et il attend depuis qu'on le prie dans notre langue, dont nos bénédictions sont à côté, et ils ne nous parviennent pas. Alors, Aristide, c'est un sujet que j'ai rarement abordé, et en particulier en télévision, d'ailleurs. Et comme il le dit, je fais vœu de sincérité. Je vais vous parler sincèrement. Vous savez, je tiens à dire aux gens, je me balade par ma foi en bandoulière, mais je suis profondément croyant. Et je crois aussi bien en Dieu qu'aux esprits, c'est-à-dire à mes ancêtres. Et tant pis si ça gêne quelqu'un. Parce que, effectivement, je ne crois pas qu'avant que les Occidentaux ne viennent en Afrique, nous n'ayons pas de croyance en Dieu qui nous faisait mouvoir. Vous voyez, ce que je fais là, ce sont des déclarations fortes. Il se trouve que je le savais déjà, mais depuis 2 mois et demi, parce que vous savez, j'attends en accéléré. Moi, je suis comme une éponge, monsieur. Depuis 2 mois et demi, je suis à Maurice. Et des fois, il m'arrive de lire 3 fois par jour, que ce soit de 22h à 1h du matin, où je lis, parce que j'absorbe. Parce que oui, on ne peut pas, vous savez, comme dirait quelqu'un, vous voyez, couper les chaînes à un homme, vous le libérez, couper les racines, vous le tuez. Absolument. Voyez-vous? Donc, les Africains ne peuvent pas accepter, ne doivent pas accepter qu'on les coupe les racines. Ceux qui me connaissent, j'ai souvent dit, les racines et les ailes. Aristide, je viens de Lobélé, Aïdéa. Je respire, comment on dit, les vibrations de la terre de Lobélé dans mon corps, où que je sois. C'est ça ma force. Tu ne peux pas venir me dire comment on l'a fait à un moment donné. Vous avez là, comment on dit, un thème qui est particulier pour moi. Du jour au lendemain, comme on disait, prends tout ce que tu as là, va mettre là-bas, fais pipi dessus, brûle. Accessoirement, ils ne touchent pas parce qu'ils savent bien ce que ça représente. Ils te disent, va faire, parce qu'on sait que ça représente quelque chose. Non, monsieur, non. Dieu existe, j'y crois profondément. Mais c'est aussi le même Dieu qui a créé, vous savez, ce lien de l'Africain. Dieu m'a créé en Afrique. Mais on ne va pas le laisser partir. Hein? Il ne va plus à Maurice. Oui, alors, fini. Dieu ne m'a pas créé en France, ni en Allemagne, ni au Japon, ni en Amérique. Il m'a créé à Lobélé, à Aïdéa, au Cameroun. Mais comment donc de hasard dans la vie? Comment donc même le système politique en place, parce qu'on les voit, le ministre des Cultes est bien d'accord quand la masse idiote va s'abrutir dans les chapelles, je pèse mes mots, et ça fait qu'on a fini par faire une déconstruction mentale. On a dit à nos gens que c'est les autres, les peuples élus. Comment vous pouvez dire vous-même, c'est une négation forte quand même, que c'est les autres, le peuple élu, et pas vous. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a une incidence sur la vie politique, sur notre devenir. Et c'était pour ça, justement, je voulais d'abord vous entendre, M. Mandin, je suis très content. Très content parce que moi-même, c'est sur le tas, j'ai compris. Et dans d'autres occasions, on reviendra sur l'indicamétrie, beaucoup de choses que j'ai eu découvrir. Alors, M. Mandin, il est donc temps que nous créions nos banques. Parce que vous avez dirigé la Charte de banque, et vous dirigez encore. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble et créer nos banques, et battre notre monnaie, et concevoir notre système politique? L'école des Blancs que nous avons appris, nous n'avons pas réussi à le tropicaliser jusqu'à présent. Mais quand Missok revient récemment, il revient avec sa voiture, il a tropicalisé. Le téléphone vient, on tropicalise. Mais pourquoi on ne tropicalise pas nos connaissances?
Pourquoi nous ne créons pas nos banques? Pourquoi nous ne créons pas nos systèmes et nous en sommes fiers? C'est là que nous... Mais on a déjà nos banques, non? Oh, oui, mais il faut qu'on aille davantage là-dessus. Qu'on crée nos banques. Parce que moi, quand je disais tout à l'heure, ça me fait un pincement au cœur. C'est bien. C'est bien pour l'image, pour même la performance, pour l'apprentissage, pour tout ce qu'il va faire. Mais j'ai plus besoin de M. Mandeng, peut-être encore ici à côté, tout près de nous, pour qu'on crée un système qui nous est propre. Parce que sociologiquement, chaque peuple a des ressources près de lui pour, je rassure les téléspectateurs. Pour induire sa puissance énergético-capacitaire, pour allumer ses batteries autopropulsives. Je rassure aux téléspectateurs que ce n'est pas tous les jours que vous avez une émission de grande écoute où on peut se parler et aborder les vrais sujets. Monsieur Mandeng, il nous reste quelques minutes. Répondez, est-ce que le CFA, la monnaie, on ne peut pas battre monnaie, ou ça rime au Nigeria, au Naira, c'est une idée folle, mais réalisable, je pense. Mais quelle est l'issue que vous pouvez donner à notre avenir économique et même politique et spirituel? Vous savez, le débat autour du CFA, comme la plupart des débats, il y a des pros et des contre, naturellement. Donc l'intelligence humaine veut que vous compreniez que vous pouvez avoir une position et vous trouverez une position différente. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a tort ou qu'il a raison. Il y a sans doute la vérité entre les deux. Beaucoup, vous savez qu'il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire, se poser la question réelle de savoir si on a toujours intérêt aujourd'hui à regarder ce franc CFA-là tel qu'il existe. Moi, je pense que ce que je peux vous répondre simplement, ce serait une autre émission où on développera. Je pense que la question doit se poser aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ce serait très long à expliquer l'histoire des accords monétaires entre la France et ses anciennes colonies, qu'est-ce qui a prévalu à ça, quels sont les avantages, les inconvénients et tout. On connaît tout ça, ces choses sont dans les livres, dans les dossiers, tout le reste. Vous voyez. Il faudrait toute une émission pour en parler. Tout ce que je peux vous dire, et là je vous parle librement, naturellement, c'est que la question mérite de se poser aujourd'hui. Je crois que peut-être qu'on a estimé à ce moment-là qu'on n'avait pas assez d'intelligence pour le faire et tout le reste, mais les autres l'ont fait. Vous savez, il y a le Sédi ghanéen, il y a le Dalassi, le Naira nigérien. Il y a le Naira nigérien, et je peux le Kwacha, tout ce que vous voulez, je peux vous en citer. Bon, avec des aventures différentes. Bon, évidemment, il y a le Zaïre avec l'aventure qu'on connaît où les gens allaient dans les marchés avec les brouettes, mais il n'y a pas que des mauvais. Il y a du bon et du mauvais, ça dépend de ce que vous faites de ça. Mais en même temps, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas vu, excusez-moi de vous le dire, on n'a quand même pas vu des pays se développer sans leur monnaie. Vraiment. Et je suis désolé, je ne vois pas dans le système, que ce soit XCF ou XOF, parce que XOF, CF c'est ici, XOF c'est là, mais les deux c'est CFA. Je voulais bien avoir notre Singapour, notre Hong Kong, notre Australie, notre Nouvelle-Zélande. Mais comment on a fait justement à Singapour? Notre Nouvelle-Zélande. Voilà. Non, mais c'est très important ce que je dis là. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Posons-nous les questions. Pourquoi on n'a pas notre Singapour? Singapour a sa monnaie. C'est une pourquoi on n'a pas, pourquoi, oui, c'est une roche, hein, Singapour. Voilà. Mais c'est une intelligence. Pourquoi on n'a pas notre Hong Kong? Il y a beaucoup de problèmes autour. Il n'y a pas que de problèmes de monnaie, mais on parlait précisément de la monnaie. Et moi, je dis, c'est à nous de nous poser les questions. Parce que, M. Aristide, il nous appartient pas de responsabilité, mais nous avons quand même beaucoup de choses à nous reprocher. Vous savez, l'émission n'est pas assez grande pour en parler. Parce que c'est trop facile de jeter la pierre à l'autre. Vous savez, moi, j'ai des principes. Je vais vous dire, là, c'est important, parce que m'a demandé souvent, mais qu'est-ce qui vous anime? Vous savez, moi, je pense que dans chaque individu, il y a deux ressorts de la motivation. Les ressorts de la motivation endogène et exogène. Je ne développerai pas. Mais notez quand même en passant. Et je vous dis une chose. Mon premier principe dans ma vie, c'est personne ne me doit rien. No one owes me living. Personne ne me doit rien. Même pas un oncle, une tante, un pasteur, un politicien. Non, personne ne me doit rien. Mais c'est pour ça qu'on ne vous a pas gardé aussi. C'est notre Macron. Non, il va déranger oui, là. Oui, laisse qu'il continue. Deuxième principe, comme on dit, to make a living, you must add value and be relevant. Pour que je gagne ma vie, il faut que je porte de la valeur et que j'ai du sens, que I have to be relevant. Et troisième principe, il faut faire les choix stratégiques dans la vie et stay the course no matter the critics. Comment tu fais les choix stratégiques et tu restes sur ta ligne, quelles que soient les critiques. Parce que les choix stratégiques, ce n'est pas les choix tactiques, ça prend du temps, ça prend de la réflexion pour en arriver là. Quatrième principe, keep adapting to a changing world. Continue à t'adapter à un monde qui change. Il y en a d'autres, mais je ne peux peut-être pas, mais j'arrête à ces quatre-là. C'est comme ça que j'avance, jour et nuit. Mais monsieur Mandeng, vous ne vous êtes pas adapté. Je vous ai fouillé sur Internet, je ne vous ai pas vu. Vous n'êtes pas adapté au monde qui change, l'éthique. Je ne vois pas votre bio sur Internet, monsieur Mandeng. Je vais vous dire, beaucoup de gens vont me chercher sur Internet. Mais si vous savez, mais je fais déjà sûrement de choses. La Lufthansa m'a appelé hier pour me dire qu'ils veulent que je donne une interview dans les In-Flight Magazine parce qu'ils inaugurent leur vol entre Francfort et Paris. Bon, non mais ça viendra. D'accord. Bon, Mathieu Mandeng, au moment où on va partir, pas pour se dire adieu, mais pour mieux se retrouver, j'allais dire. Alors, c'est quand même curieux de constater que
nous n'aimons pas dans cette société des gens qui brillent par leur talent, ceux qui peuvent apporter la plus-value. Je pense qu'une grande nation aussi, c'est quand même accepter le talent, l'expertise des autres. Est-ce qu'on peut se développer avec un taux de négativité et si élevé? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je vois beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de tristesse, beaucoup de défaitisme. On parlait tout à l'heure de pessimisme. Ce n'est pas nous qui l'instruisons. Au contraire, on essaye même de nuancer. Mais les gens ne vont pas bien par le simple fait de voir les autres avancer. Est-ce que ce n'est pas aussi cette culture qu'on nous a inculquée? Qu'est-ce qu'on peut faire, vous qui êtes un top leader, pour driver la masse, pour diriger, pour avoir une nouvelle société où les gens respirent un peu positif? Aristide, Martial, je vous laisse évidemment la responsabilité de vos questions, mais moi, en tous les cas, vous savez, je vous dis, j'ai dirigé Santiago pendant 8 ans et demi. Allez à Santiago demander ce qui s'est passé. On a eu des performances extraordinaires qui m'ont valu, moi, Camerounais, dirigeant une banque au Cameroun, Un prix. dont on dit que c'est l'un des pays les plus corrompus au monde, de sortir pour aller diriger Maurice, qui est quand même un champion en Afrique. J'ai l'habitude de dire qui est le seul paradis où vous allez sans mourir. Passez-moi accessoirement la plaisanterie. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est faisable. C'est difficile, oui. Mais comme dirait quelqu'un, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les entreprendre. C'est parce qu'on n'entreprend pas qu'elles sont difficiles. Martial, je vous comprends. Je vous dis, vous savez, les 10 premières années de ma carrière, je les ai passées en France, dans l'industrie métallurgique et minière, avec l'UMM, avec les Dominique de Calan, Dominique Gauthier-Sauvagnac, c'était mes patrons à l'époque. Les 15 suivants, je les ai passés dans les industries bancaires avec Citibank et Standard Chartered, dans mon pays, au Cameroun. Donc avant, quand je disais aux compatriotes en France que je rêve d'un Cameroun meilleur, d'une Afrique meilleure, on disait c'est l'utopie, tu es ici au chaud l'été, au froid l'hiver, au chaud l'hiver, au froid l'été, c'est facile. Je leur ai dit je vais rentrer au Cameroun. Je vais rentrer, ils ne me croyaient pas. Je suis rentré ici le 17 janvier 2000 et j'ai commencé à travailler City le 23 janvier 2000. Ça fait 15 ans que je suis là. Donc, on y arrive. Croyons un peu plus en nous. Travaillons. Comme on dit, il faut aussi que les forces du bien, entre guillemets, s'assument. Parce que forcément, il y a les forces du mal. Il y a évidemment les forces du mal. Je ne suis pas naïf. C'est ce qui fait la vie. Mais il faut que les forces du bien s'assument. Parce que nous avons aussi les forces du bien dans ce pays. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Quelqu'un a dit un jour qu'il y a 2 composantes dans l'histoire. L'histoire événementielle et l'histoire historisante. L'histoire événementielle, c'est celle que les hommes ont, c'est une succession d'événements, celle que les hommes ont la prétention de faire. Et l'histoire historisante, celle-là, effectivement, la main de Dieu, la grâce de Dieu, le destin. L'homme ne la fait pas. Et c'est là où le général de Gaulle disait la grandeur d'un homme, ce n'est pas la prétention à faire l'histoire, c'est la capacité à lire les traces de l'histoire, la trajectoire de l'histoire. Monsieur, je suis optimiste par rapport à mon pays. Je sais que ce pays, de la même manière que Martin Luther King a dit I have a dream, et on a vu Obama venir. Ce pays, mon pays, le Cameroun, il ira de mieux en mieux. Dans ce je cas, ne sais pas si je le verrai, mais si je ne le vois pas, mon fils le verra. Si mon fils ne le voit pas, ma petite fille, parce que figurez-vous que j'ai une petite fille de 3 ans, le verra. Et oui, je vous le dis. Et oui, je vous le dis. Et de toute façon, encore une fois, pour que mon fils ou ma petite fille le voit, il faut que j'apporte ma goutte d'eau dont la succession finira par creuser la roche. Voilà, oui, Martial Bouchard, pourquoi je suis optimiste. C'est très philosophique de le dire. C'est la réalité, je l'ai prouvé. Oui, ce ne sera donc pas en 2035. Dans ce cas, il ne faut pas mentir. Ça peut même être avant. Disons en 2000, disons en 3008, ça sera plus honnête. Ah ben ça peut être avant aussi. Bon, Mathieu, pour partir, qu'est-ce que j'allais vous dire? Mais ne dites rien, si vous n'avez rien à dire, voyons. Non, c'était très important. Non, c'était juste pour vous dire quand même que nous sommes en train de partir. Et quel est le sentiment que vous avez en laissant le Cameroun tout à l'heure? Est-ce que vous êtes vraiment du fond du cœur sincère avec vous-même en disant qu'il y a des raisons d'espérer quand il y a des appels à soutenir le président actuel qui est plus proche d'une troisième vie que d'un progrès? Est-ce que quand les intellectuels camerounais de tous bords, quelques administrateurs eux-mêmes, se prononcent pour que Biya se présente encore en 2018, est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est légitime? Et du fond du cœur,
qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes obligé de vous taire, mais de parler sera encore plus utile. Je vous ai dit que Winston Churchill avait dit il n'y a pas de questions indiscrètes, c'est la réponse peut l'être. Je vous ai dit que vous ne m'amènerez pas sur votre terrain politique, je ne suis pas un homme politique. Ce que je peux vous dire, c'est que je respire, comme avait dit Steve Jobs, je respire le Cameroun with every single bone of my body. Donc, de toute façon, quelqu'un m'a dit un jour, et je ne citerai pas, il m'a dit, si Standard ferme ici au City, ils peuvent se redéployer en Europe ou en Amérique. Si Ecobank ferme en Afrique, on va se redéployer où? Bissau. Je ne quitte pas le Cameroun, je m'en vais juste, je suis un assignment. Le Cameroun, je l'ai dans la peau. Le Cameroun. Viscéralement camerounais. Comme je vous ai souvent dit, monsieur, j'ai souvent dit que je suis profondément libre, jalousement indépendant et viscéralement camerounais. Alors, je suis viscéralement camerounais. Oui, 30 secondes, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission? Très heureux, très heureux. Rarement j'ai fait des émissions de ce niveau et je suis très content de vous connaître, monsieur Mandeng, et très fier de savoir que vous êtes africain d'abord, et en particulier camerounais. Et si je suis camerounais, je ne rêve que d'un Cameroun. Moi, je suis plutôt réaliste, afro-réaliste, pas afro-optimiste. Je suis ni afro-pessimiste, ni afro-optimiste, mais je suis afro-réaliste. C'est pour ça que j'ai passé près de 25 ans aussi dans ce que vous avez dit, dans une stratégie. Et je ne change jamais, et je pense que ça va porter des fruits. Mathieu, merci. On vous a posé une question ou on a omis de vous poser une question qui vous brûlait? Ça va? Vous êtes content? On pouvait parler de beaucoup de choses, mais bon, le temps passe vite. Pour après, il y a le cas des émissions. C'est plus financier, deep in finance, deep in banking, deep in economy, whatever you want. But oui, mais quand on a une personne ressource comme vous, on essaye de tirer un peu le substrat. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était notre rentrée politique dans 90 minutes politiques. Nous invitons donc désormais sur ce plateau tous les top managers, tous les décideurs, tous les ministres, les directeurs généraux, à l'instar de Mathieu Mandeng, de venir à la télévision, confronter les idées. Ce n'est que comme ça qu'on se développe. Ça ne sert à rien de se cacher quand on a la responsabilité et le sceau de l'État. Il faut partager les idées. D'ailleurs, nous aurons beaucoup de top managers, beaucoup de responsables qui viendront pour se parler franchement. Les Camerounais, les Africains en ont besoin. Bon samedi.